Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, aujourd'hui on va parler dans la pause fitness de pré-workout, de courbatures, des aliments qui abîment le cerveau et de manger à la mode africaine, voilà, puisqu'on a étudié un petit peu tout ça et on va en parler. Donc, alors, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui consomme régulièrement du thé vert, du thé noir ou du thé blanc ou du thé sous toutes ses formes, mais le thé n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça au hasard en fait. Il y a des variétés qui sont mieux que d'autres pour telle ou telle chose, par exemple pour le cerveau, pour la motivation, pour la perte de poids. Il y a eu des études qui ont été faites dessus. Et même d'ailleurs sur la créativité. Ça a été assez surprenant et j'ai enquêté là-dessus pour savoir quel thé pour maigrir et mieux réfléchir en gros, hein, c'est ce que j'avais marqué. Et c'est ce que je vous ai proposé ce week-end comme contenu. C'est vraiment du pratico-pratique. C'est-à-dire que vous avez les temps d'infusion, les variétés à utiliser en fonction de ce qui vous fait défaut, quoi, en gros. Donc il y a les points clés pour favoriser la perte de graisse grâce au thé. Donc choix de la variété, infusion adaptée, moment de la journée propice, les principes de l'infusion, durée, température, méthode afin de préserver les composés actifs qui soutiennent le métabolisme. On va parler aussi des spécificités de la caféine et de la théanine. On va parler aussi des pistes pour tirer parti des antioxydants du thé, renforcer l'équilibre global, immunité, digestion, santé cardiovasculaire, mais aussi gestion du stress, concentration, attention plus stable sans nervosité, parce que c'est vrai que souvent les gens qui basculent de la caféine ou du café au thé, c'est pour avoir un petit peu moins de nervosité. Parce que si vous êtes sur le fil du rasoir, c'est-à-dire un petit peu irritable, le café et la caféine, ça peut être contre-productif. Et il y a des moyens d'avoir les effets de la caféine au niveau du dynamisme et de la créativité, de la motivation et de l'entrain, sans les effets secondaires, en utilisant les bons thés au bon moment, les bons dosages, etc. Et ça, c'est très variable, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis concerné par ça, mais quand on prend du thé à jeun, moi ça me donne une nausée pas possible. Alors tout ça, c'est expliqué, hein, mais il y en a chez qui ils peuvent prendre du thé à jeun, aucun problème avec ça, quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, que vous consommez du thé et que vous voulez mieux faire, eh bien allez voir le lien, ça s'appelle Quel thé consommer pour maigrir et mieux réfléchir, dans les notes de cet épisode. Voilà. Premier sujet, ces aliments qui abîment le cerveau en 5 jours. 5 jours, vous imaginez 5 jours. Donc c'est-à-dire, vous commencez à manger lundi, ces aliments, vendredi, votre cerveau, il subit déjà des effets négatifs. C'est quand même quelque chose. Donc, il y a une étude récente relayée par la nutrition.fr qui révèle que 5 jours de consommation d'aliments ultra transformés suffisent pour altérer le fonctionnement du cerveau.
Alors, conduite chez de jeunes adultes en bonne santé, c'est ça qui est intéressant, hein, ce sont des jeunes adultes en bonne santé. L'expérience a montré une diminution de la sensibilité à l'insuline dans une région clé du cerveau, l'hypothalamus. Donc ce changement peut perturber la régulation de l'appétit, du métabolisme et même des émotions. Donc les aliments ultra transformés, riches en additifs, sucres et graisses, qui sont modifiés, hein, ces graisses, sont très présents dans l'alimentation moderne. Ils représentent environ 30 à 50 des calories consommées dans les pays occidentaux. Moi, je trouve à chaque fois que j'entends ça, les chiffres 30 à 50 des calories, pardon, consommées dans les pays occidentaux. C'est J'avais la discussion, c'est pas hier, c'est avant-hier avec un de mes meilleurs amis, enfin très bons amis, on va dire, sur le sport et tout. Et on se rend compte à quel point il y a un fossé énorme entre, les représentent, 30 à 50 des calories consommées dans les pays occidentaux, donc les gens qui consomment ça et les gens comme vous, comme moi, qui avons un regard sur l'alimentation totalement différent, quoi. Donc ce chiffre interpelle car une telle proportion pourrait avoir des effets systémiques sur la santé mentale et physique à long terme. C'est vrai qu'on le la santé mentale, alors aujourd'hui, je pense que le regard qu'on a sur l'alimentation liée à la santé mentale, alors, vous et moi, on le fait très bien, le grand public le fait moins. Et ce grand public, perçoit ça un petit peu comme on percevait les liens entre l'alimentation et le tour de taille, il y a quelques années encore en arrière. C'est-à-dire que oui, ça a un petit impact, mais pour le tour de taille, mais le mieux c'était de faire du sport et tout pour perdre du poids. Ce qui n'est pas faux, hein, il faut faire du sport pour perdre du poids aussi, hein, si on veut brûler des calories, mais le rôle de l'alimentation, on s'est mis à le majorer au fur et à mesure des connaissances. Avant, on avait vaguement une idée de ce que pouvait représenter la part de la perte de poids, par l'alimentation, quoi. Aujourd'hui, on on est conscient qu'il y a non seulement les calories, mais il y a également, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo YouTube que j'ai faite, la semaine dernière, jeudi dernier, allez la voir, sur, mes quatre règles pour perdre du poids, et il y en a pas qu'une. La première étant, un régime hypocalorique, et beaucoup de personnes s'arrêtent à ça. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer la connaissance d'une personne en diététique, vous regardez le nombre de règles qu'il connaît pour la perte de poids. S'il vous dit, tout est une question d'apport d'entrée-sortie, de quantité de calories, vous pouvez vous dire que vous avez affaire à quelqu'un qui a un niveau très débutant, semblable à n'importe qui, en fait, en termes de diététique. Après, niveau 2, il aura peut-être 2 règles, puis 3 règles, puis 4 règles. Après, on peut même pousser à 5, 6, 7, 8, 9, mais moi, je me suis arrêté à 4 pour, en fait, c'est les 4 règles qui, pour moi, sont les plus importantes. Voilà. Donc, l'étude renforce, donc allez voir cette vidéo, hein, elle est en libre accès sur YouTube, ma chaîne, c'est Fitness Miss, hein, la même que pour le podcast et tout. Donc l'étude renforce un faisceau croissant de preuves liant ces produits à l'obésité, au diabète et désormais à des effets neurologiques précoces. La rapidité de l'impact en seulement 5 jours pose des questions sérieuses sur les habitudes alimentaires, en particulier chez les jeunes. Changer son alimentation pourrait donc ne pas seulement être une question de poids, mais aussi de clarté mentale. Alors, moi, j'aime pas trop parler de ce que je connais pas. J'aime bien parler des choses que j'ai pu expérimentées ou qui sont documentées par la science. C'est-à-dire que je vais pas inventer des choses, soit je les lis de la littérature scientifique, soit je vous partage des expériences, mais j'essaye de pas trop faire d'ésotérisme ou d'extrapolation ou enfin bon, bref. Et moi, il est vrai que si je consomme, par exemple, ces derniers temps, je suis retourné, le week-end au fast-food. Donc un petit fast-food le midi. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a changé. Avant, c'était le soir, quand je faisais mon rebond glucidique, hebdomadaire. J'aimais bien me faire un fast-food le soir avec, ma compagne. Maintenant, c'est plutôt le midi. On est allé se chercher un fast-food le midi là, et ben, quand je consomme ça, je suis sûr que les 24 heures qui vont suivre, c'est pas je suis sûr, c'est que même si je m'y attends pas, je sens mon humeur qui baisse. Mais pas mon humeur en mode, je culpabilise,
puisque je culpabilise pas du tout, hein. Je l'ai fait samedi midi, le matin j'ai été courir, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis vraiment, je me suis immunisé contre les comportements compensatoires, comment on appelle ça? La culpabilité et tout. Enfin, j'ai compris qu'une personne qui fait du sport et qui mange sainement, c'est la personne qui peut le moins culpabiliser quand elle va au restaurant ou quoi, puisque c'est la personne qui fait le mieux le reste du temps. Donc c'est un gros paradoxe, ceux qui à la fois culpabilisent et à la fois font bien. Donc moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, je sens qu'une humeur positive que j'avais la veille, eh ben, elle est moins positive dans la foulée d'un repas comme ça. Et moi je sais, j'ai identifié ce que c'était. Pour moi, c'est le gluten. Mais à ça s'ajoute également, forcément les graisses de mauvaise qualité, le pic de glycémie induit par ce genre de régime, enfin d'alimentation, les graisses cuites et de très mauvaise qualité, comme je disais, très riches en oméga 6. Donc, en fait, ça crée un terrain inflammatoire plus, l'apport en gluten qui chez moi n'est pas je tolère pas très bien le gluten. Donc pas au point où je veux me priver, d'une pizza de temps en temps ou d'un resto italien ou même là, pour le coup, d'un fast-food, mais globalement, voilà. Alors je sais qu'il y en a, qui préfèrent a enlever tout ça. C'est-à-dire, ils veulent plus jamais manger ce genre de choses. Alors moi, je vis en couple et si dans le couple, il y a quelqu'un qui veut manger ça, moi, là, pour le coup, c'est ma compagne qui en avait envie, je l'accompagne, quoi. Et il y a des gens qui, du coup, peut-être ils sont seuls aussi, c'est pour ça, c'est parce qu'ils sont pas assez souples sur ce genre de choses. Et à un moment donné, il faut mettre de la souplesse. Comment on appelle ça? Alors il y en a qui appellent ça des compromis, moi j'appelle ça d'être tolérant quoi, tout simplement de bon, moi demain j'aurais peut-être envie de manger telle chose et puis elle aura pas forcément envie, elle me fera plaisir quoi. Donc il y a ce genre de choses, mais en tout cas pour revenir à nos moutons, c'est vrai que moi je le perçois très rapidement dans les 24 heures. Donc imaginez si alors ça je peux aussi avoir une autre expérience, c'est quand on part en vacances, moi je me souviens les toutes premières vacances que je prenais, avec ma compagne, donc il y a plus de 10 ans, enfin non, il y a à peu près 10 ans, c'était, souvent on se faisait plaisir quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait, alors je faisais déjà la diète, hein, le reste de l'année et puis durant cette semaine-là, on allait faire nos courses, puis en fait on faisait tomber dans le caddie ce qu'on avait envie de consommer. Donc c'était, soit de la charcuterie, des gâteaux, des choses comme ça et on n'avait pas vraiment de limite. En fait, on se mettait à manger comme les gens de la vie de tous les jours, qui comme un panier de courses normal quoi. Vous savez le caddie standard avec des pâtes blanches, de la charcuterie, du pâté, je sais pas moi, du pain de mie, des petits gâteaux, un peu de glace pourquoi pas, et encore moi, avec ma déformation professionnelle, il y avait une tonne de légumes et les viandes, j'essayais d'avoir des protéines, des choses comme ça, quoi. On n'arrivait pas à manger ça pendant toute la durée des vacances. Parce qu'au bout de 2-3 jours, on n'était pas bien. Parce qu'on était tellement habitués à manger, entre guillemets, «sainement», si on peut appeler ça comme ça, le reste de l'année. Quand on se remettait à manger, comme, de manière industrielle, comme les gens qui mangent, la bouffe occidentale, typique quoi, ultra transformée. Nous, on avait les effets, immédiats, mais dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'on passait d'un état bien à un état pas bien. Et ça, je vous garantis qu'on le ressent bien plus vite que les effets dans l'autre sens. C'est-à-dire quand on arrête de manger ultra transformé, on se rend pas vraiment compte au début les bienfaits, parce que ça met un certain temps. Ça met quoi? Peut-être, si vous vous en rendez compte peut-être au bout de la première semaine, mais c'est pas aussi significatif. Puisque le bien-être est moins impactant. En fait, le bien-être, c'est d'être normal, de pas avoir de symptômes. Alors que le mal-être, c'est avoir un truc qui nous dérange, un truc qui nous irrite au quotidien. Et donc un truc qui nous embête, qui nous enquiquine au quotidien, on s'en souvient et c'est plus parlant, enfin en tout cas on s'en rend plus compte que l'absence de symptômes. Et il y en a beaucoup qui attendent de l'alimentation saine, qu'elle leur donne des ailes quoi, qu'elle les rende heureux, tout ça. Or, c'est déjà que l'alimentation saine vous prive de symptômes négatifs et c'est déjà beaucoup.
surtout si vous dépassez la trentaine, ou que vous dépassez la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine. L'absence de symptômes, c'est quand même quelque chose de il y en a beaucoup qui s'ignoraient pour ça. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez été malade, je sais pas, un truc, lancinant, qui dure un petit peu quoi, plus d'une heure, on va dire 24 heures, 48 heures, 36 heures et ou au-delà. Vous vous êtes certainement dit: «On oublie à quel point c'est bien de se sentir sans symptômes». C'est-à-dire on oublie à quel point on est en bonne santé quand tout va bien. Et ben, c'est ça en fait le la «clé» entre guillemets, le diplôme obtenu après une alimentation saine, c'est ça, c'est absence de symptômes, en gros. Ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre tous les problèmes de santé du monde, mais au quotidien, il y a une absence d'irritation en fait. Pas de mal au ventre. Les seuls petits dérangements qu'on peut avoir quand on mange très sainement, c'est des ballonnements, un petit peu plus de gaz et tout, parce qu'on mange plus de fibres. Et les selles un peu plus molles aussi, parce que c'est ce que je dis souvent à ma compagne, parce qu'on parle beaucoup de diététique, c'est son métier aussi. Souvent les gens demandent: «Mais oui, mais quand on mange, j'ai les selles qui sont molles et tout depuis que je mange beaucoup de légumes». Ben c'est un peu, j'appelle, je dis aux gens, en fait, ce sont des bouses, quoi. C'est comme les vaches qui mangent beaucoup de végétaux. Les selles sont pas toutes dures et tout, c'est un peu ils bousent, quoi. Ils font des bouses et alors il y en a beaucoup qui disent que c'est pas bien, il faut avoir les selles bien compactes et tout. Je suis pas entièrement d'accord avec ça parce que on peut si vous avez une bonne consommation de végétaux, les selles vont pas être hyper compactes. Ça va être entre 2. Parce qu'il y a aussi une réaction lipidique, alors que j'expliquerai pas ici, hein, parce que ça se passe au niveau des intestins, quand on mange beaucoup de fibres, et qui vont un peu graisser les selles. Et vos selles vont être moins moulées, en gros. Alors, et si vous enlevez immédiatement ces légumes pendant 2 jours, vous verrez que ça va se remouler correctement. Et c'est pas donc ça veut dire que c'est pas il y a pas une pathologie, quoi. C'est pas le fait de manger des légumes qui vous met en mauvaise santé, c'est juste que ça rend vos selles plus fluides. Et d'ailleurs, il y a plein de pathologies, où, on va essayer d'obtenir cette texture-là pour que ça soit moins désagréable, au niveau du côlon et tout, quoi. Mais bon, bref, c'est juste, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la meilleure version des selles, c'est uniquement les selles, vous savez, comme celles de vos chats ou autres bien moulées. C'est pas forcément vrai tout le temps. C'est-à-dire que quand vous allez augmenter la part de végétaux, il va y avoir plus souvent des selles. J'entendais un spécialiste de ça là qui disait que jusqu'à 3 par jour, ça n'est pas pathologique, hein. Et les symptômes d'une alimentation saine, c'est aussi, d'avoir le ventre plus ballonné et ça, faut vous rassurer là-dessus. Si vous avez le ventre un peu tambourin, c'est-à-dire un peu tendu, un peu ballonné et tout et que vous mangez beaucoup de fibres et légumes, c'est pas une pathologie que vous avez, c'est des gaz ou c'est une digestion un peu lourde, due à toutes ces fibres. Si vous voulez réduire ça, il faut réduire les fibres. Est-ce que vous avez envie de réduire les fibres puisque les fibres sont bonnes pour la santé et d'avoir un transit régulier? Donc le ventre plat, c'est pas un symptôme, c'est pas un signe de bonne santé, hein. C'est un signe esthétique, mais c'est pas un signe de bonne santé. C'est-à-dire que, hormis, si votre ventre il est ballonné, enfin ballonné rond à cause de graisse viscérale, mais il y a plat et plat. Plat, façon, fitness bodybuilding, c'est pas du tout, un plat santé. Mais c'est un plat esthétique, quoi. Donc rassurez-vous sur ça. Il faut pas confondre esthétique et santé, même si souvent ça va de pair. Il y en a qui tombent dans l'abus et qui veulent absolument avoir ce ventre plat du matin au soir. Comment vous voulez avoir le ventre plat, le même que celui du réveil, après avoir mangé 3 repas et 2 collations? Comment vous voulez que ce soit, mécaniquement possible, en fait? Vous avez ingurgité, 500 à 700 calories par repas, plus, 200 à 300 par collation, voire plus. Et vous vous attendez d'avoir le ventre aussi plat que le matin au réveil? Ça n'est pas possible. Mécaniquement, ça n'est pas possible, en fait. Il y a puisque votre ventre, c'est une bétonnière et quand vous commencez à manger, vous allumez, vous appuyez sur l'interrupteur. Donc ça tourne, ça bosse, ça fait du boucan, ça et voilà, et ça gonfle, ça il y a une digestion
C'est comme, vous savez, les tuyaux, ces tuyaux que vous avez sur la terrasse pour laver la terrasse, laver la bagnole et tout, qui quand ils sont vides, ils se recroquevillent et quand vous allumez le robinet, ils s'allongent. Ben c'est ça les intestins, en gros, pour schématiser. Quand vous avez plus rien dedans, ça vous laisse pépère, ça se met dans le coin, c'est tout replié, quoi, en gros. Et puis dès que vous y refoutez des calories à digérer, il y a tout qui regonfle et ça reprend de la place. Et là, c'est la même chose. Vous vous attendez d'avoir le tuyau de votre terrasse qui prend aussi peu d'espace que quand il est sans eau à l'intérieur et que quand il a de l'eau à l'intérieur. Vous attendez que ce soit la même place tout le temps. Ça n'est pas possible. Bon voilà, je pense que vous avez compris l'image. Manger africain, c'est bon. Voilà. Changer son alimentation pendant seulement 2 semaines peut profondément transformer le système immunitaire. Donc ça, c'est un article de Science Daily qui a été publié dans Nature Médecine, hein. C'est ce que révèle une étude conjointe entre les universités de Radboud aux Pays-Bas et de KCMC en Tanzanie. Donc les chercheurs ont observé 77 hommes tanzaniens répartis en 3 groupes. L'un a troqué son régime traditionnel africain pour un régime occidental, un autre a fait l'inverse, et le dernier a bu chaque jour une boisson de banane fermentée. Tu sais, je serais curieux de savoir ce que c'est, parce que ça, c'est le genre de banane, de boisson que je me ferais bien. Dès qu'il y a fermentation dedans, moi, ça m'intéresse. Résultat, ceux qui sont passés au régime occidental ont vu leur inflammation sanguine grimper, leur immunité baisser et des marqueurs de maladies chroniques s'activer. Super, quoi. Tous les interrupteurs du cauchemar, quoi, en gros. À l'inverse, revenir à un régime africain, riche en légumes, en fruits, en fibres, en légumineuses, en céréales complètes et aliments fermentés, a rapidement apaisé l'inflammation, avec des effets encore mesurables 1 mois plus tard. Cela confirme que même à court terme, l'alimentation a un pouvoir majeur sur la santé métabolique et immunitaire. Face à la montée des maladies liées au mode de vie, comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires, ces résultats rappellent l'importance de préserver les traditions culinaires locales face à l'occidentalisation rapide des habitudes. Donc, la cuisine africaine, c'est bon. Alors après, attention, hein, il y a de la cuisine africaine et cuisine africaine, hein. La cuisine africaine, heu, qu'on peut retrouver par exemple, au Bouzou à Montpellier, ceux qui sont du coin, qui est un restaurant que j'adore et que je recommande si vous voulez vous ouvrir la panse. Mais c'est pas ça qu'il faut manger tous les jours non plus, hein. Ça reste un restaurant calorique, enfin de l'alimentation calorique. Il faut regarder l'alimentation traditionnelle quotidienne, parce que africaine. Et puis d'ailleurs, ils font pas que de l'alimentation au Bouzou. Je sais pas si c'est que africain, mais il faudrait que je me rappelle pas. Il y a les Antilles aussi. Bon, il y avait une formule à volonté. Enfin, nous, on y allait pour ça, hein. Mais ça fait pas mal de temps que j'y suis pas allé. Je sais pas ce que ça donne. Ils ont toujours des bonnes notes, en tout cas. Bref, je leur fais de la pub, nickel. Oui, il y en a beaucoup qui font qui font pas la différence entre l'alimentation plaisir comment on appelle ça? D'une région ou d'un pays. Par exemple, il y en a qui vont aller, manger ils vont manger des sushis et ils vont dire: «Oui, mais les sushis, c'est la nourriture traditionnelle japonaise et les Japonais, ils ont plutôt une bonne espérance de vie». Or, si vous observez l'alimentation quotidienne des Japonais, ce ne sont pas des sushis. Si vous regardez l'alimentation traditionnelle des Africains, ça n'est pas du poulet frit. Il va y avoir, il l'explique là, hein, des légumes, des fruits, des fibres, des légumineuses, céréales complètes, aliments fermentés. C'est comme nous, quotidiennement, on se mange pas. Alors la choucroute, je sais pas si c'est pas plus, les Allemands. Qu'est-ce qu'on a en France comme plat? On en a tellement. On est le pays de la gastronomie, c'est difficile d'en choisir un. Est-ce que, le cassoulet? Cassoulet, c'en est un. On va voir quoi d'autre? En Auvergne? Savoie, fondue savoyarde. Bon, voilà, vous imaginez, les gens, ils se disent: «On mange comme les Français, quotidiennement, on se fait un peu de fondue savoyarde ou de fromage fondu ou une raclette ou une tartiflette». Ils auraient tout faux. Les Français ne mangent pas comme ça au quotidien. Bon, les Français qui mangent traditionnel, c'est-à-dire, correctement, hein. Ils vont manger quoi? Les produits de la chasse, pour ceux qui sont plutôt, autour de la Sologne et tout là. Et puis il y en a d'autres, ils vont être plutôt, méditerranéens, sur ceux qui sont comme moi sur le bord de la mer Méditerranée.
Chacun aura son alimentation en fonction de son coin. En Bretagne, on aura, des produits de la mer, et puis, de certaines récoltes et tout. Donc il y a une grosse différence entre alimentation traditionnelle d'un pays ou d'une région et alimentation, heu, on va dire, celle qui s'est faite coloniser par en gros, par les Américains quoi, par la bouffe industrielle et tout. C'est malheureux, hein, je dis les Américains, mais c'est un petit peu, toute cette bouffe-là, et d'ailleurs, ils en parlaient, c'était dans quel bled? Ah, je sais plus si c'est je crois que c'est les Crétois qui commencent à payer, la facture, sévèrement de l'occidentalisation de leur alimentation, quoi. Parce qu'eux aussi, ils ont accès à ça maintenant et du coup, bah, ils se mettent il y aura c'est les zones où on mange sainement et l'espérance de vie sera longue, ça va disparaître, et on voit bien qu'on a beau, faire des discours et des reportages là-dessus, le rouleau compresseur de la bouffe transformée, hyper appétante, on peut pas lutter, quoi. Parce que nous, on arrive avec des arguments futurs de santé, de c'est bon pour votre corps, contre, des effets. Il y a même pas besoin d'argumenter pour la bouffe, ultra transformée. Ils ont même pas besoin de parler. Ils vous envoient une odeur ou un goût dans la bouche, hop, c'est bon. Plaisir immédiat, c'est le cerveau, reptilien réagit et tout. Donc comment vous voulez lutter avec ça? C'est comme, un drogué, vous lui mettez sous le nez, de la drogue dure, donc celle, pour laquelle il est addict, et juste à côté, vous lui mettez un café, vous lui dites: «Tu verras, le café aussi, ça va un peu te réveiller». Ouais, il va dire: «Tu te fous de ma gueule, mon garçon, je veux bien te croire, mais là, mon corps m'attire vers la drogue dure, quoi», et puis c'est ce qu'il va faire. Donc bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, et puis, si là, il faut un vrai effort, hein, pour se sortir de cette bouffe-là, et donc c'est moi je suis un petit peu démoralisé, hein, alors on a l'impression que le discours passe de plus en plus, sauf que nous, on est concernés, vous et moi, on a compris, on a des certaines valeurs par rapport à ça, le corps, la santé, l'avenir, mais il y en a beaucoup qui font pas ce lien, ils s'en foutent. Donc quand on parle de ce genre de choses, on est un peu comme une espèce de petite communauté, qui se rassure dans son coin, que ça avance dans le bon sens. Sauf que c'est pas vraiment le cas, hein. Je sais pas si vous faites encore les courses dans des supermarchés, en présentiel. Moi, je fais sur, ce que j'ai à faire en supermarché, je le fais sur les drives, mais de temps en temps, je vais encore dans un supermarché, ça m'arrive, puisque maintenant je suis dans un endroit un peu plus retiré, et quand je regarde le vous savez, le tapis de la personne devant ou derrière moi, je j'hallucine, en fait, et plus les années passent, plus j'hallucine. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de fruits et légumes. Il y a quasiment plus de trucs frais. Tout est sous plastique, tout est en barquette, tout est dans des boîtes en carton. C'est que des aliments ultra transformés. Enfin, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, le truc, c'est que ça coûte moins cher que la bonne bouffe, quoi. Donc, enfin, vous jouez sur tous les tableaux avec les aliments ultra transformés. Le goût, le prix, bon. Moins de courbatures avec l'âge. Vous savez qu'on a moins de courbatures avec l'âge. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est Science Daily, encore une fois, dans le Journal of Aging and Physical Activity. Donc, contrairement à une idée reçue, les muscles des adultes plus âgés sont moins sensibles aux courbatures après l'exercice que ceux des plus jeunes. C'est la conclusion d'une étude publiée dans le fameux journal que je viens de citer. Donc, en analysant 36 études portant sur des adultes de 18 à plus de 35 ans, les chercheurs ont découvert que les adultes plus âgés, 35 ans, ça y est, moi, je suis un vieux crouton parce que j'ai plus de 35 ans. Donc, je suis âgé. Les chercheurs ont découvert que les adultes plus âgés présentaient en moyenne 34% moins de douleurs musculaires après 48 heures et même 62% de moins après 72 heures. Donc, les niveaux, de créatine kinase, donc un marqueur de lésion musculaire, étaient également 28% plus bas chez eux, indiquant une récupération musculaire plus rapide qu'on ne le pensait. Cette découverte renverse la croyance selon laquelle les muscles vieillissants seraient plus vulnérables ou mettraient plus de temps à récupérer. L'étude montre aussi que les hommes ont tendance à ressentir plus de baisse de performance musculaire que les femmes, sans différence notable selon les types d'exercices pratiqués.
Le message est clair, l'âge ne doit plus être une excuse, faire du sport régulièrement reste bénéfique à tout âge et sans besoin exagéré de récupération prolongée. Alors j'attends de voir si dans cette étude ils ont pris en compte une chose, c'est le niveau d'intensité. Est-ce qu'on était à la même intensité? Parce que j'ai du mal à croire que les niveaux, vous savez, quand un bon médecin vous fait une prise de sang et voit un taux de créatinine élevé, il est capable de se dire, de vous poser la question: «Vous avez eu un entraînement intense hier ou avant-hier?» Et un mauvais vous dira: «Attention les reins». Donc c'est voilà, c'est un bon médecin, il saura interpréter, il y a les analyses de sang d'une personne de la vie de tous les jours, et d'un sportif de haut niveau ou voire vous qui vous entraînez certainement intense, ne sont pas les mêmes, hein. Donc ça, faut être au courant et il faut surtout que votre médecin soit au courant puisque c'est pour ça, je vous recommande de vous faire, suivre par un médecin qui a des compétences en sport, médecin du sport. Parce que sans cette interprétation, il va avoir l'alarme qui sonne, parfois pour rien mais bon, écoutez votre médecin, c'est la base, hein, mais quand même, sachez-le. Heu, oui, donc je disais ça, est-ce que l'intensité est la même? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que moi, personnellement, quand je fais de la muscu, les courbatures que j'ai aujourd'hui à 38 ans, elles sont toujours aussi violentes que quand j'avais 20 ans, hein. Et d'ailleurs, ça c'est une je pense une des clés, mais quand je fais une séance pectoraux, j'ai des courbatures dans les pecs, hein. Elles sont pas moindres qu'avant. Quand je fais les biceps, en fait, c'est ça intéressant, c'est moi, ça prouve mon sérieux à l'entraînement. C'est-à-dire que quand j'ai pas de courbatures, quand je fais les biceps, les triceps, les pecs, les cuisses et cetera, je vais pas dire que je m'en veux, mais je me dis: «Là, Coco, tu as enfilé un peu des perles hier». Or je sais, évidemment, vous allez me dire: «Les courbatures, c'est pas toujours ça, ça veut c'est pas toujours le signe qu'on s'est entraîné, pour prendre du muscle, que c'est pas un signe». Moi, je prends parti que c'est un signe. Moi, j'y crois. Moi, je crois que les courbatures, c'est quand même une indication sur le niveau d'intensité d'un entraînement. Alors évidemment, ça, je le prends pas en compte si je change d'entraînement. C'est-à-dire que si j'ai fait une séance PEC X et que je passe à une séance PEC Y, les premières courbatures de la séance Y, bah non, parce que j'ai changé les angles, les angles d'étirement et tout, et là, OK. Mais si c'est la même séance que d'habitude, plus ou moins les mêmes exercices, et qu'il y a une séance, j'ai pas de courbature, l'autre j'en ai, je me dis: «Bon, il y en a une où tu t'es raconté, quelque chose et l'autre où tu t'es pas raconté quelque chose. Tu as fait le job». Donc voilà. Après, on n'est pas tous égaux, vis-à-vis des courbatures. Il y a des gens qui ont assez peu de courbatures, d'autres qui en ont beaucoup. Mais globalement, moi, bizarrement, toutes les personnes qui se sont entraînées avec moi, le lendemain, ils ont eu des courbatures. Et je me suis entraîné avec beaucoup de personnes différentes. Il y a personne qui m'a dit le lendemain: «Rien». Même un pote, là, je sais pas s'il m'écoute, mais il m'avait appelé le lendemain, enfin, il m'écoute pas d'ailleurs puisqu'il est pas du tout dans la muscu, je sais pas pourquoi je raconte ça. Il m'avait dit le lendemain, il était venu faire une séance biceps avec moi. Il m'avait dit: «Ah, je vais faire les bras, je vais faire les bras, je vais faire les bras avec Théo, il était chaud». Bon, et on fait une séance de bras, classique quoi. Moi en plus vous savez, j'aime bien entraîner les biceps et les triceps, séparément ou alors en superset dans la même séance, mais c'est assez rare que je fasse les biceps avec, un autre gros groupe musculaire. En général, c'est soit je fais les bras, soit je fais les biceps, soit je fais les triceps, mais je fais pas, je mélange pas quoi. Parce que si je sais pas comment on peut être, concentré sinon. Et donc il fait une séance avec moi. Le lendemain, il m'écrit des textos, ça commence vers midi, je crois. Il m'envoie des textos. Il dit: «J'ai vraiment mal au bras». Pourtant, c'est quelqu'un de fier, hein. Je dis: «Oui, c'est normal, t'inquiète, c'est courbature, hein». Il me réécrit, il me dit: «Non, mais là, je suis à 2 doigts d'aller aux urgences, je pense que je me suis arraché un truc». En fait, il avait des tellement grosses courbatures au biceps qu'il avait l'impression que pour lui, les courbatures, il en avait jamais eu de sa vie. Pourtant, c'est quelqu'un qui faisait du foot et tout, du sport, même un peu de boxe et tout. Mais là, il avait jamais travaillé ses muscles comme ça. Il n'avait jamais été localisé le travail sur un muscle, quoi, aussi fort. Et les courbatures qu'il a eues, il s'est mis à douter qu'il avait un arrachement musculaire. Bon, il avait que dalle, hein, il avait juste des courbatures. Voilà.
Donc ça me fait rire, hein. Je repense à cette situation. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à quelqu'un qui faisait un peu trop le malin aussi, «Vas-y, je viens avec toi et tout», vous lui avez fait une séance: «Tu veux me suivre? Bah, vas-y, suis-moi». Parce que moi, j'étais bienveillant au début. Je lui dis: «Non, mais vas-y, tu fais ça tranquille, tu le mouvement». Vous savez comment on est entre mecs, hein, il a voulu faire le coq, à montrer qu'il savait quand même soulever, bien qu'il s'entraîne jamais en muscu. Bon, bah, le lendemain, son corps lui a rappelé à quel point, il était pas exercé, quoi. Mais bon, bref. Bon, le pré-workout, alors le pré-workout, le booster pré-séance, le plus économique de la planète, c'est le café. Donc dites-vous bien une chose, ou la caféine, le café et tout, arrêtez d'acheter tous ces pots qui vous goûtent une blinde. Achetez-vous un bon café de bonne qualité bio, c'est super. Donc il y a une étude, en tout cas un article publié dans Science Daily qui se base sur une étude. Donc chaque année, des dizaines de milliards de kilos de café sont consommés dans le monde. Pourtant, peu savent qu'un simple ajustement de geste dans la préparation du café filtre peut rendre la boisson plus forte, tout en économisant des grains. Donc là, c'est pour le café, vous savez, où il y a l'eau qui coule sur le café dans un filtre là en papier. Là. Donc c'est ce que démontre une étude de l'Université de Pennsylvanie publiée dans la revue Physics of Fluid. Donc là, ce sont des chercheurs en physique qui se sont penchés sur la préparation du café. Donc moi, ça me fait penser à un épisode de Breaking Bad, là, vous savez, où il construit tout un... Comment il s'appelle déjà, là, ce super... il est super gentil, là, le chercheur, là, qui travaille avant Walter, là, dans le sous-sol. Bref, on s'en fout. Mais quand il prépare le café qui a un super goût, ben là, c'est la même chose. Là, il vous donne la clé pour fabriquer un café comme ça. Ben, c'est assez simple. En gros, je vais pas tout vous lire, mais il faut faire couler de l'eau chaude avec une théière, avec un, vous savez, les théières avec les becs, en bec de cygne, avec un jet assez épais, d'assez haut, sans éclaboussure, tout en gardant un écoulement fluide sur le café moulu. Et en fait, ça va créer une avalanche dans le lit de café moulu, mélangeant la mouture, l'eau plus efficacement. Donc l'eau, elle va pénétrer en profondeur, qui remet en mouvement les particules et améliore l'extraction des arômes. Résultat, un café plus fort avec moins de café moulu. Donc ils disent d'utiliser une bouilloire à colle de cygne et de verser l'eau d'une hauteur suffisante tout en gardant un écoulement fluide sans éclaboussure. Donc bon, voilà. Et pour étudier ce mécanisme, les scientifiques ont remplacé les grains par des particules transparentes et utilisé des lasers afin de visualiser les mouvements invisibles à l'œil nu. Moi, je me dis, être chercheur, j'ai raté mon métier, quoi. J'aurais aimé être chercheur, quoi. Parce que pour faire ce genre de test, et ça me plaît, moi, et j'encourage les chercheurs à faire. Je suis content qu'il y ait des chercheurs qui bossent là-dessus. Je sais qu'il y a des rabat-joie qui disent: «Ouais, on n'a pas soigné le cancer» et ils se demandent comment, soigner, notre tasse de café, mais moi j'aime ça, en fait. Et j'aime qu'il y ait des chercheurs qui se penchent sur comment améliorer le goût de choses saines et bonnes, comme ça, quoi. Par contre, ça me pose plus de problèmes quand ils travaillent sur des mécanismes pour nous rendre addicts, à des produits ultra transformés, quoi. Heu, c'est pas Abigail qui s'appelle, un truc comme ça, le chercheur dans Breaking Bad? Non, c'est Gail Bodicker. J'ai trafiqué son nom là, Gail Bodicker, et l'acteur c'est David Costabile. Voilà, qui bon, bref. Ça me donne envie de revoir cette série encore une fois. Je crois que je l'ai regardé 2 fois la Breaking Bad en entier. Super, super série. Oui, donc on en revient à ce quel thé consommer pour maigrir et mieux réfléchir. Donc là, l'article sur le café là que je vous ai donné, c'est pour avoir un café, un pré-workout de meilleur goût. Moi, vous savez que je veux pas dire je milite, mais c'est vrai que j'encourage plutôt les gens à se tourner vers des substances naturelles quand ils veulent augmenter leur énergie, plutôt que tous ces boosters, vous savez, c'est à cause de ce genre de compléments alimentaires que les compléments alimentaires ont mauvaise presse. Ces trucs, ces espèces de machins, ou les boosters, où on vous met plein de trucs. Et c'est aussi les compléments alimentaires qui fonctionnent le mieux auprès du public, hein, qui se vendent le mieux. Vous mettez des trucs boosters, brûleurs et tout, ça se vend super bien, ça se vend cher. Et c'est là où ils marchent le plus parce que c'est des substances à la con qu'ils mettent dedans. C'est là justement où ils mettent aussi des substances interdites, hein.
Rappelez-vous, le Jack 3D, on s'est tous fait avoir avec le Jack, enfin tous ceux qui pratiquaient la musculation, à l'époque du Jack 3D, donc c'était quoi? Année 2010, quelque chose comme ça? Un peu plus, 2010-2012, le Jack 3D, tous ceux qui pratiquaient la musculation dans ces années-là ont dû essayer le Jack 3D, donc c'était, un booster pré-séance en poudre comme n'importe quel booster que vous pouvez avoir aujourd'hui en magasin de compléments alimentaires, hein. C'était sur les étals et tout, sauf qu'à l'intérieur, il y avait une substance qui faisait à peu près les mêmes effets. Alors évidemment, certainement en moins forte dose, en moins fort effet, en moins fort, j'ai pas le mot, pas symptôme, mais si symptôme, on peut dire, que les amphétamines. Et ça, je vous garantis que des pots, ils s'en sont vendus, hein. Et il y a même des gens qui en prenaient sans faire de muscu ni rien, comme ça. Moi, je me rappelle avoir, pris une dose ça s'appelait le Jack 3D, si vous voulez regarder, de ce truc-là avant d'aller faire une séance. Alors ça coupait la faim et ça vous donnait de l'énergie, quoi. Donc forcément, vous vous attendez à ce que les gens, ils en abusent derrière. Alors évidemment, ça donne pas de muscles, ça fait pas sécher, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas un c'est pas un produit dopant, c'est pas un anabolisant ni rien, donc c'est pas, comment dire? Quelque chose qui va vous donner plus de muscles ou qui va vous donner un avantage sur l'autre. Par contre, si vous faites un sport de résistance, endurance et cetera, ou même, vous avez besoin d'énergie en compétition, et ben, ça vous met, enfin, vous êtes dopé, quoi. Et d'ailleurs, le ça a été retiré de la vente, ça a été interdit. Je crois que le produit a été mis sur la liste des produits dopants et tout ça interdits. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont consommé ça et sans savoir qu'à l'intérieur, il y avait un produit qui était, je vais pas dire analogue, mais comment on appelle ça? Oui, si, analogue aux aux amphétamines, quoi. Donc c'est bon. Moi qui ai toujours voulu rester loin des drogues dures et tout, dans mon adolescence et jeune vie d'adulte, quand je voyais autour de moi que ça se démocratisait de plus en plus, et même des drogues douces, hein, puisque ça, j'ai pu en voir passer en soirée et tout ça, et ben là, dans un complément alimentaire pour sportifs, on en a mis. Et pourquoi? À votre avis, pardon, on en a mis? Parce que, quelque chose qui donne un effet significatif, les gens vont revenir acheter. Moi, j'ai pas connu dans les années, 70-80, mais il y avait, l'éphédrine. L'éphédrine qui était, et même je crois dans les années 90, c'était encore un peu présent, dans les brûleurs de graisse et les trucs comme ça, et les gens, en prenaient, en toute, enfin voilà, ils avaient pas de problème, quoi. Ils en prenaient, c'était vendu, dans la boutique entre guillemets «de compléments alimentaires» ou de musculation, même s'il y avait pas vraiment de boutique de compléments alimentaires à l'époque, mais ça pouvait se trouver beaucoup plus facilement, quoi. Or, c'est interdit ces choses-là, quoi, aujourd'hui. Donc moi, je vous recommande de rester loin de ça, surtout que tous les boosters, alors je veux pas vous faire la morale, hein, chacun doit faire ses expériences, mais les boosters ou les brûleurs ou tous les trucs qui sont trop excitants, où il y a des doses de caféine, à 200-300 milligrammes, la problématique, c'est que vous allez vous habituer à vous entraîner avec ça. C'est-à-dire, vous allez être fatigué, vous allez prendre ça, vous ferez une bonne séance. Vous allez, et même, le problème, c'est que quand vous allez aller bien, donc c'est-à-dire bien, ça veut pas dire débordant d'énergie, mais juste normal, vous allez en prendre pour aller mieux que être normal. Et le jour où vous allez décider de vous entraîner sans, vous allez vous dire: «Oh, je me sens un peu mou, j'ai pas d'énergie, je résiste moins et tout». Et ça, c'est pas normal, en fait. Pour moi, là, il y a une espèce de forme d'addiction. Est-ce que vous avez envie d'être la prostituée de ces vendeurs de machin, quoi? D'être de toujours retourner, d'être même je retire le mot prostituée, je vais dire plutôt esclave de ces vendeurs-là, quoi. Et bah, la réponse est non, ouais, je pense pas. Prenez un café. Un café, ça suffit. Un café ou un thé ou alors pas n'importe lequel thé d'ailleurs, j'en parle. Donc allez voir, puisqu'il y a des thés qui peuvent avoir un effet dynamisant et d'autres non. Donc allez voir tout ce que j'ai fait sur le thé vert, le thé noir, le thé blanc, enfin toutes ces choses-là, dans l'enquête que j'ai pu faire, que je vous laisse en description, en note de cet épisode. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine ou à tout de suite pour aller retrouver tous les liens en commentaire. Ah oui,
Si vous buvez de l'alcool, allez voir sur le site, je vais vous mettre où je vous ai mis, je sais pas, je pense que je vous le mettrai, c'est sorti quand le podcast sortira. L'alcool, les liens entre l'alcool parce que beaucoup de personnes picolent un petit peu le week-end et tout, ils se rendent pas compte des calories. Je vous ai mis, quelque chose qu'il faudrait que vous alliez lire et ça peut-être je vous dis pas d'arrêter de ça, hein, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre vie, moi je fais pas la morale. C'est juste une prise de conscience. Allez lire ça, voilà, par rapport au surpoids, calories, alcool. Je vous le mets, sur mon site. Je vous dis à tout de suite pour aller lire ça et sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.